Et si je vous disais que ce ne sont pas vos années qui vous fatiguent, mais vos habitudes invisibles, que chaque jour, sans même vous en rendre compte, vous éteignez doucement votre vitalité? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas l'âge, c'est un conditionnement, une lente déprogrammation de ce qui vous rendait vivant. Et si tout ce que vous croyez normal depuis des années était en réalité ce qui vous empêche de vraiment vivre? Ce que vous allez entendre risque de tout bouleverser. Pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup, que vieillir signifiait inévitablement ralentir, que ce processus était inscrit dans nos gènes, qu'il fallait l'accepter avec résignation, un peu comme on accepte la pluie en automne ou les feuilles de prin mortes en hiver. Et pourtant, un jour, dans une petite salle de consultation à Lyon, tout a basculé. Une patiente que je suivais depuis des années, Evelyne, 72 ans, s'est présentée à moi, le regard terne, les épaules affaissées. Elle m'a dit: «Mon docteur, je me sens comme si j'étais en train de disparaître doucement, jour après jour.» Cette phrase si simple m'a profondément secoué, car ce n'était pas une maladie qu'elle décrivait. C'était autre chose, quelque chose de plus diffus, de plus sournois. C'était comme si la vie elle-même s'effaçait en elle, sans qu'on ne puisse y mettre un nom. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de l'âge, pas vraiment. Il s'agissait de quelque chose de bien plus insidieux, les habitudes invisibles que nous adoptons, souvent sans nous en rendre compte, et qui, petit à petit, nous volent notre vitalité. On pense que c'est le temps qui nous use, mais en réalité ce sont des choix minuscules, quotidiens, anodins en apparence, qui tracent en silence la courbe de notre déclin. Ce n'est pas la nature qui nous condamne à devenir fragiles, passifs, résignés. C'est la culture, ce sont les discours, ce sont les idées reçues. On vous a dit que vieillir, c'est s'effacer. On vous a répété que ce n'était plus l'âge de commencer quoi que ce soit de nouveau. On vous a appris à réduire vos envies, vos gestes, vos rêves. Mais si tout cela était faux, et si cette fatigue que vous ressentez, ce désintérêt progressif, cette impression d'être mis de côté, n'était pas due à l'âge, mais à une lente anesthésie de la vie, provoquée par des habitudes que vous avez adoptées sans même les remettre en question? Imaginez une seule seconde que les années que vous vivez aujourd'hui, oui, celles qu'on appelle vos années d'or, pourraient en réalité être les plus riches, les plus libres, les plus exaltantes de toute votre existence. Et si tout cela ne dépendait que d'un changement de regard, d'un petit pas de côté, d'un réveil intérieur? Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas un programme miracle. Ce n'est pas une pilule magique, ni une méthode à la mode. C'est un réveil de conscience, une lumière qu'on allume dans une pièce que vous pensiez éteinte pour de bon. Car non, ce n'est pas votre âge qui détermine votre vitalité. Ce sont vos habitudes. Et certaines d'entre elles, que vous trouvez peut-être rassurantes, vous font plus de mal que vous ne l'imaginez. Je vais vous parler de 7 de ces habitudes. 7 pièges silencieux. Et surtout, je vais vous montrer comment les remplacer par des gestes simples mais puissants qui peuvent en transformer vos journées et redonner du sens à chaque matin. Mais avant de plonger dans le cœur de ce sujet, je vous invite à faire une chose. Si cette introduction vous a touché, intrigué ou même un peu dérangé, c'est que cette vidéo est faite pour vous. Alors abonnez-vous à cette chaîne, c'est grâce à votre soutien que je peux continuer à créer ces contenus, à donner de la voix à ceux qui refusent de se résigner. Votre abonnement, c'est un signal fort que ce message mérite d'être entendu. Et maintenant, une petite question pour vous, simple en apparence mais révélatrice. Prenez un instant pour y réfléchir. Selon vous, qu'est-ce qui vous vieillit le plus? A. Le nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire. B. Les habitudes que vous répétez chaque jour sans les remettre en question. Dites-moi en commentaire A ou B. J'ai hâte de lire vos réponses et de savoir comment vous percevez votre propre vieillissement. Prenez une grande inspiration, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre manière de vivre et de vieillir. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ces habitudes du quotidien qui, sans qu'on ne s'en rende compte, accélèrent le processus du vieillissement. Je me souviens d'un jour précis, lors d'un atelier de prévention santé que j'animais dans une petite salle municipale de Bordeaux. Une femme, Claire, 68 ans, ancienne enseignante, m'a regardé avec un mélange de lucidité et de fatigue. Elle a dit: «Je ne comprends pas, docteur. Je fais tout comme il faut, et pourtant, j'ai l'impression de m'éteindre.»
J'ai gardé le silence quelques secondes, parce que sa phrase m'a frappé en plein cœur. Ce n'est pas qu'elle faisait mal les choses, c'est qu'elle ne voyait pas les pièges dans lesquels elle tombait, comme tant d'autres. Ce que Claire vivait, c'est ce que j'appelle les pièges silencieux du vieillissement. Et ils sont partout autour de nous. Invisibles, parfois même rassurants, mais redoutables. Ils ne sont pas spectaculaires. Ils ne nous effondrent pas d'un coup. Non, ils nous grignotent doucement, jour après jour. Et le plus inquiétant, c'est qu'on s'y adapte, on les intègre, on les appelle même normalité. Il y a d'abord le piège du corps qu'on oublie. À mesure que les années passent, beaucoup s'installent dans l'idée qu'il faut lever le pied, qu'il vaut mieux éviter de trop bouger pour ne pas se faire mal. Et on finit par ne plus marcher que par nécessité, par ne plus monter les escaliers que contraint. Mais ce qu'on ignore, c'est que l'inactivité est un poison lent. Le corps, quand il n'est plus sollicité, se désagrège. Les muscles fondent, l'équilibre se fragilise, les gestes du quotidien deviennent de véritables obstacles. Ce n'est pas la vieillesse qui nous immobilise, c'est l'immobilité qui nous fait vieillir. Puis vient le piège du lien humain. On se dit que c'est normal que les cercles se réduisent, que les amitiés s'espacent. On se contente d'un coup de fil de temps à autre, d'une visite en coup de vent. Mais derrière cette solitude assumée, il y a souvent une résignation douloureuse. Et la solitude, elle, ne fait pas que peser sur le cœur. Elle altère la mémoire, fragilise l'humeur, dérègle le sommeil. Le cerveau comme le cœur se nourrit de liens. Sans cela, il s'éteint lentement. Il y a aussi le piège de l'écran qui éclaire nos soirées. On regarde les infos encore et encore, on suit des actualités parfois sombres, on laisse entrer dans nos esprits des images, des discours, des peurs qui ne nous appartiennent pas. On pense s'informer, mais souvent on s'alourdit. Ce flot de négativité, subtil mais constant, nous anesthésie, nous rend plus méfiants, plus fermés. Il agit comme une brume mentale, une fatigue de l'âme. Un autre piège, plus discret encore, c'est celui de l'habitude mentale. On cesse de chercher. On ne lit plus vraiment, on n'apprend plus, on répète ce qu'on connaît déjà. C'est confortable, oui. Mais c'est aussi un terrain fertile pour le déclin cognitif. Le cerveau a besoin de nouveautés, de curiosité, d'exploration. Sans cela, il rouille. Et puis, il y a ces chaînes invisibles qu'on appelle les regrets. On y repense souvent à ce qu'on aurait dû faire, à ce qu'on aurait pu dire. Et chaque souvenir devient un poids. On le porte seul, parfois sans en parler. Et ce fardeau émotionnel agit comme un acide, rongeant le présent. Il empêche d'avancer, de s'ouvrir, de goûter pleinement à l'instant. Enfin, il y a le piège le plus perfide, celui de la routine. Elle rassure, elle structure, mais elle peut aussi nous enfermer. Toujours les mêmes gestes, les mêmes heures, les mêmes routes. Petit à petit, on oublie le frisson de la nouveauté. On perd le goût de l'inattendu. Et sans nouveauté, la vie perd ses couleurs. Toutes ces habitudes ne sont pas des fautes. Ce sont des mécanismes de défense, des stratégies de survie que nous avons construites sans nous en rendre compte. Mais aujourd'hui, il est temps de les regarder en face. Non pour les juger, mais pour les comprendre. Car c'est en les identifiant que nous pouvons commencer à les transformer. Et justement, dans ce qui suit, je vais vous montrer comment, avec des gestes simples et accessibles, nous pouvons réveiller notre vitalité. Parce que la solution n'est pas lointaine, elle est déjà entre vos mains. Passons maintenant à l'étape essentielle du changement. J'ai toujours été fasciné par la manière dont de petits gestes peuvent transformer une vie. Pas les grandes décisions, pas les tournants spectaculaires. Non, je parle de ces micro-changements, presque invisibles, qui, jour après jour, modifient la trajectoire d'une existence. Un matin, en traversant le parc de la Tête d'Or à Lyon, j'ai vu un homme d'un certain âge danser doucement sous un kiosque, casque sur les oreilles, les yeux fermés. Il était seul, mais il rayonnait. Il ne faisait pas de sport, il vivait un moment de joie pure. Ce jour-là, j'ai compris que la vitalité n'était pas une affaire de performance, mais d'élan intérieur. Et c'est précisément cet élan qu'il faut réapprendre à nourrir. Quand on a identifié les habitudes qui nous freinent, comme nous l'avons fait, la question n'est plus comment t'en sortir, mais par quoi les remplacer. Car une mauvaise habitude ne s'efface pas par la volonté seule, elle se transforme, elle se substitue. Il faut créer des alternatives qui parlent au cœur autant qu'au corps.
L'un des premiers leviers, c'est le mouvement. Je ne parle pas ici d'aller courir un semi-marathon ou de soulever des haltères, mais de réintroduire le mouvement dans sa journée comme un rituel de vie. Le corps humain est conçu pour bouger. Quand on cesse de le faire, c'est comme si l'on arrêtait de respirer à moitié. Pour certains de mes patients, cela a commencé par quelques pas dans le jardin. Pour d'autres, par un simple exercice d'étirement au réveil. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Une promenade chaque matin, le marcher à pied plutôt qu'en voiture, quelques montées d'escalier sans ascenseur. Ces petites décisions façonnent une grande différence. Mais la vitalité ne se trouve pas uniquement dans les muscles. Elle vit aussi dans les liens que nous entretenons avec les autres. J'ai vu des personnes reprendre vie après avoir simplement renoué avec un vieil ami ou rejoint un club de lecture. Le lien social n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental. La chaleur d'une conversation, la présence silencieuse d'un proche, le rire partagé autour d'un café, ce sont des vitamines pour l'âme. À chaque fois que vous vous ouvrez à quelqu'un, vous ouvrez aussi une porte en vous. Le sommeil, lui, est un socle. Trop souvent négligé, voire banalisé, il est pourtant l'un des plus puissants régénérateurs naturels. J'ai vu des personnes transformées après avoir simplement réappris à dormir. Cela commence souvent par des gestes simples. Éteindre les écrans 1 heure avant le coucher, tamiser les lumières, écouter de la musique douce, lire quelques pages d'un roman. Ce sont des signaux que l'on envoie au corps pour lui dire « Tu peux te reposer, tu es en sécurité ». Mais il faut aussi nourrir l'esprit, revenir à l'intérieur, replanter des graines de curiosité. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une langue, jouer d'un instrument, découvrir l'histoire de l'art ou explorer la philosophie. L'intelligence ne s'éteint pas avec l'âge, elle change de forme. Et le cerveau, pour rester vif, a besoin d'être stimulé, surpris, interrogé. Ne vous demandez pas si vous en êtes capable. Demandez-vous simplement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous intrigue, ce que vous n'avez jamais osé tenter. Enfin, il y a la dimension émotionnelle. J'encourage souvent mes patients à écrire, pas pour publier un livre, mais pour se libérer. Tenez un journal, racontez vos journées, vos ressentis, vos regrets aussi s'il y en a. Il ne s'agit pas de s'apitoyer, mais de déposer ce qui pèse, car quand on libère le passé, on libère de l'espace pour l'avenir. Le pardon, envers soi-même surtout, est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir. Et si vous vous sentez enfermé dans une routine, alors osez la briser, même légèrement. Prenez une autre route pour rentrer chez vous. Testez une recette d'un pays que vous ne connaissez pas. Visitez un musée dont vous ignorez tout. La nouveauté n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vivifiante. Elle suffit à réveiller quelque chose en vous. Quelque chose qui dort, mais qui n'est pas mort. Ces rituels, aussi simples soient-ils, sont des portes vers une version de vous plus vivante, plus présente, plus ouverte. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être en chemin. Et justement, à ce stade, une autre question s'impose. Pourquoi tant de personnes pensent encore qu'il est trop tard pour changer ? C'est ce que nous allons explorer maintenant, dans ce nouvel éclairage. Il y a quelques années, je donnais une conférence dans une maison de quartier à Toulouse. À la fin de mon intervention, une femme est venue me voir. Elle devait avoir un peu plus de 75 ans. Elle s'est approchée timidement et m'a demandé, presque en murmurant « Docteur, vous pensez vraiment qu'à mon âge, on peut encore changer quelque chose ?» Son regard portait un mélange de doute, de fatigue, mais aussi tout au fond, une lueur que je reconnais entre mille, celle de l'espoir même minuscule. Je me suis approché et lui ai répondu doucement « Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de permission. » Ce que cette femme exprimait sans le dire, c'est ce que tant d'hommes et de femmes ressentent profondément sans oser l'avouer. L'idée que le changement est réservé aux jeunes, que le renouveau appartient à ceux qui ont encore le temps devant eux. Comme si, passé un certain âge, tout devait simplement être accepté, figé, subi. Mais cette idée, aussi répandue soit-elle, est une illusion. Le temps, ce n'est pas ce qu'il reste. C'est ce qu'on fait avec ce qu'il reste. Et chaque jour où l'on respire, chaque matin où l'on se réveille, est une opportunité, pas forcément de tout recommencer, mais de faire autrement, d'ajuster, d'améliorer, de reprendre le fil de quelque chose qu'on croyait perdu. J'ai vu des transformations incroyables chez des personnes de 70, 80,
même 90 ans. Pas des miracles, pas des revirements spectaculaires, mais des renaissances discrètes. Un homme qui recommence à marcher chaque jour après des années de sédentarité. Une femme qui ose enfin s'inscrire à un cours de chant après avoir étouffé cette envie toute sa vie. Un couple qui redécouvre le plaisir de cuisiner ensemble. Ces gestes, ces décisions ne sont pas anodins. Ils sont des actes de résistance contre la résignation. Et surtout, ils sont des actes d'amour envers soi-même. Il n'y a pas d'âge pour se remettre en mouvement. Il n'y a pas d'âge pour rire à nouveau de bon cœur. Il n'y a pas d'âge pour dire oui à ce que l'on croyait hors de portée. La vraie barrière, ce n'est pas la date de naissance inscrite sur votre carte d'identité. C'est la voix dans votre tête qui vous murmure « à quoi bon ?» Et cette voix-là, vous pouvez choisir de ne plus l'écouter. Ce que j'essaie de transmettre dans toutes mes rencontres, mes conférences, mes écrits, c'est cette idée simple mais puissante. La transformation commence toujours par un premier pas. Il n'a pas besoin d'être grand. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il a juste besoin d'exister. C'est souvent ce pas-là, minuscule, presque imperceptible, qui change la direction d'une vie. Mais je comprends aussi la peur d'échouer, de ne pas tenir, de ne pas être capable. Alors je dis toujours, on ne change pas pour prouver quoi que ce soit. On change pour se sentir mieux, pour se sentir plus vivant, pour reprendre, même un peu, le pouvoir sur son quotidien. La beauté de cette démarche, c'est qu'elle n'exige ni jeunesse, ni force, ni ressources particulières. Elle demande simplement un brin de courage, une pincée de curiosité et un profond respect de soi. Et si le doute revient, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas à changer votre vie entière du jour au lendemain. Vous avez juste à commencer par là où vous êtes, avec ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est exactement là que réside votre liberté, dans la capacité à dire « je sais prendre des dl, je choisis. Je choisis d'essayer, je choisis d'avancer. Je choisis de vivre cette étape de ma vie non pas comme une fin, mais comme un nouveau chapitre. Plus lent peut-être, mais plus riche. Plus calme, mais aussi plus profond. Alors, ne laissez pas les années passées vous voler celles qui restent, car les plus belles découvertes ne sont pas toujours derrière nous. Elles peuvent encore surgir au détour d'un choix inattendu, d'une main tendue, d'une envie retrouvée. Et justement, en parlant de découverte, permettez-moi de vous emmener vers la dernière partie de ce voyage, car maintenant que vous avez compris qu'il n'est donc jamais trop tard, il est temps de parler de ce qui donne réellement du sens à tout cela, la vitalité intérieure, celle qui ne se mesure pas en chiffres mais en élan, celle qui donne envie de se lever le matin, celle qui fait que la vie, même à 80 ans, peut encore vous surprendre. Je me souviens encore de cette scène, un dimanche matin d'automne à Annecy. Le lac était calme, les arbres se teintaient d'or, et sur un banc face à l'eau, un vieil homme lisait à haute voix un poème à sa compagne. Elle souriait, les yeux fermés, bercée par sa voix. Il devait avoir plus de 80 ans, elle peut-être un peu moins. Et pourtant, tout en eux respirait la jeunesse. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que les années d'études ne m'avaient jamais appris. La vraie jeunesse, Pantilar, c'est la vitalité intérieure. Cette vitalité-là n'a rien à voir avec l'absence de rides ou le nombre de kilomètres qu'on peut encore courir. Elle ne s'achète pas, ne se mesure pas, ne s'étale pas, elle se ressent. Elle se nourrit de ce qui nous fait vibrer, même doucement, de ce qui nous fait sentir vivants, connectés, curieux. Elle est cette flamme discrète mais tenace qui nous pousse, malgré le poids du temps, à dire « j'ai encore quelque chose à vivre ». Et pourtant beaucoup oublient qu'elle existe, ou croient qu'elle est définitivement perdue. Trop souvent, je vois des personnes qui survivent plus qu'elles ne vivent. Elles accomplissent leur routine, regardent les jours passer comme on observe la pluie derrière une vitre. Elles ont cessé d'espérer, non par choix, mais par fatigue, par déception, par habitude aussi. Comme si la vie, passé un certain âge, ne devait plus être que silence, attente, souvenir. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est jamais une fatalité. La vitalité ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on choisit de cultiver. Il suffit parfois d'un détail pour la réveiller. Un éclat de rire, un projet improvisé, un regard échangé avec quelqu'un qui vous voit vraiment. Elle revient quand on l'invite, même timidement. Elle renaît quand on ose se réouvrir à l'inattendu,
même par petits pas. Je pense à François, un patient de 82 ans qui, après le décès de sa femme, s'était enfermé dans une routine monotone. Pendant des mois, il n'avait presque plus parlé. Puis un jour, son petit-fils lui a demandé de lui apprendre à cuisiner les plats de son enfance. Peu à peu, François s'est redressé. Sa voix a repris de la vigueur, il a recommencé à plaisanter. Pas parce qu'il avait tout oublié, mais parce qu'il avait retrouvé une raison de transmettre, de créer, d'être utile. La vitalité ne demande pas l'euphorie, elle demande juste un élan. Et cet élan peut prendre 1000 formes. Voyager, pourquoi pas, mais aussi apprendre à jouer d'un instrument, faire du bénévolat, réécrire une lettre qu'on n'a jamais envoyée. Découvrir une passion tardive pour l'aquarelle, la généalogie, la poésie japonaise. Ce ne sont pas les grandes aventures qui donnent sens à nos années, ce sont les instants intimes où l'on sent que l'on existe encore pleinement. Il ne s'agit pas ici d'idéaliser. Bien sûr, il y a les douleurs, les limites, les absences, mais elles n'empêchent pas la vie de circuler. Au contraire, elles peuvent lui donner une profondeur nouvelle. C'est souvent après avoir beaucoup perdu qu'on se met à goûter ce qu'on a encore, avec plus d'intensité, avec plus de gratitude, avec plus de présence. Alors je vous le dis avec conviction, ce que vous avez devant vous, ce ne sont pas des restes, ce sont des années précieuses, des années où vous pouvez encore rire, aimer, transmettre, apprendre, vous émerveiller. La vitalité intérieure n'est pas une exception, elle est un droit, et vous pouvez la revendiquer à tout moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette flamme existe encore en vous, peut-être vacillante, mais bien là. Et si vous vous demandez par où commencer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'ai cessé de faire, non par manque d'envie, mais par oubli? La réponse à cette question est peut-être le début d'une nouvelle aventure, car il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre mieux. Et parfois, il suffit d'un geste, d'une décision, d'un mot pour que tout recommence. Et maintenant que nous avons parlé de cette force qui sommeille en chacun de nous, permettez-moi de vous guider vers l'étape suivante. Comment remplacer concrètement ces habitudes qui freinent votre vitalité par des rituels simples qui vous élèvent jour après jour. Vieillir n'est pas une fin, c'est une transition. C'est un moment de la vie où l'on peut, si l'on choisit consciemment de le faire, se délester du superflu pour aller vers l'essentiel. Ce que nous avons exploré ensemble, ce sont des vérités que peu osent nommer. Nos habitudes ont plus de pouvoir sur notre santé, notre joie et notre vitalité que nous ne le pensons. En changeant quelques gestes, en remplaçant l'immobilité par le mouvement, le silence par le lien, la routine par la découverte, nous pouvons insuffler un nouveau souffle à nos années. Ce n'est pas une question de jeunesse physique, mais d'élan intérieur, de présence, de choix. Chaque jour est une chance. Chaque petit effort est une graine que l'on plante dans le jardin de demain. La plus grande leçon ici, c'est que le bien-être n'est pas réservé aux autres. Il commence dès que l'on cesse de subir sa vie pour en redevenir l'auteur. Il commence quand on fait un pas, aussi petit soit-il, vers ce qui nous anime encore. Alors prenez un moment aujourd'hui pour écouter ce qui vous appelle, même doucement. Ce n'est pas trop tard. C'est peut-être même le moment idéal. Et vous, si vous pouviez changer une seule habitude dès cette semaine, laquelle choisiriez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous pour que chacun puisse s'inspirer des réponses des autres et que nous puissions apprendre ensemble dans la bienveillance et le respect. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne rien manquer des prochaines vidéos et si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez faire un petit don pour nous aider à continuer à créer du contenu utile, profond et accessible à tous. Merci du fond du cœur, à très bientôt.